Bonjour à tous et ravi ou pas, on sait pas, on va voir, de vous retrouver pour un live DeFi. Un live que j'espère plein d'instructions, un live un peu en slip, parce qu'honnêtement j'ai recherché le protocole 15 minutes il y a plusieurs mois, puis après encore peut-être 15-20 minutes il y a quelques mois, et ça suffisait pour savoir les problèmes qu'il y a. Ça va être un de mes points ce soir. Je veux vraiment qu'on fasse un post-mortem de cette frogation. Et je veux qu'on prenne le temps de comprendre comment, en amont, il y avait absolument tous les éléments. Et j'attends à le démontrer à 3 niveaux. 3 niveaux, attention. Pour comprendre que vous n'aviez pas de billes long terme à mettre dans ce projet. Je pense que ceux qui suivent la chaîne l'avaient compris. J'ai pas pu être plus explicite à l'époque pour des raisons politiques. Notez encore ça, c'est absolument le drame. C'est ce qui détruit la DeFi. Et je pèse pas mes mots. Je dois souvent fermer ma gueule pour des raisons politiques. Et c'est absolument terrible, je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Donc faites très attention aussi à qui vous suivez. Et donc les 3 points sont tout simplement, en fait, je disqualifiais le projet immédiatement, juste sur l'éthique des founders, basé sur les informations publiques qu'on avait il y a 3 mois. Déjà 1. 2, je le disqualifiais aussi immédiatement du point de vue technique. Et enfin 3, il était potentiellement aussi, mais un peu plus subtilement disqualifiable sur l'angle communautaire par rapport à qui s'associait et avec qui il décidait de travailler. Mais les 3 points en eux-mêmes, ils ont plusieurs arguments chacun, et tous étaient suffisants pour comprendre que on est sur quelque chose d'assez dangereux, quoi. Donc, on va y aller tranquillou, et n'hésitez pas si vous avez des questions en même temps, parce que là, je vous l'avoue, je n'ai pas préparé grand-chose, j'ai fait une fiche vite fait pour articuler mes points, histoire que ça soit digeste. mais au fond, oui, voilà, c'est assez freestyle. Alors, pardon, je vous mets le browser dans le Twitch. Apparemment, il y a un petit problème avec le partage d'écran. Et on se lance. Bonsoir à tous. N'hésitez pas à partager un peu pour ramener du monde. Et moi, Putain, il est où le browser? Il est là. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Pourquoi il affiche pas? Ah, peut-être parce qu'il faut que je fasse ça. Ah, zut. Bon, attendez. On y arrive. Désolé, ça faisait longtemps que j'avais pas streamé. Alors, je vais le supprimer, je vais le remettre, ça sera plus rapide. Clac. Et oui, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément dit en intro, mais on va parler de spell et de mime, évidemment, et de time qui est associé à browser. Mais surtout, en soi, c'est pas tellement spécifique à ces deux-là. Ah putain, non, c'est pas ça. Yep. C'est pas forcément spécifique à ces deux-là. Je pense que vous pouvez exporter l'analyse sur d'autres projets. Alors, c'est ScreenShare qu'il me faut, c'est ça. Okay. Pardon. C'est pas propre de faire le setup Twitch en live, mais on fait avec. Clac. Et hop. Ah, voilà. Parce qu'on va avoir besoin du screen share quand même. Et quand est-ce que je lance mon token? Alors ça, je pense jamais, hein, à ce rythme-là, vu comment ça se passe dans ce milieu. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. J'avais une idée pour vous faire un petit truc sympa, mais c'est beaucoup de travail. Et c'est vraiment le jour où je veux prendre ma retraite de toute application dans l'espace, parce que je deviendrai encore plus un boulet ininvitable à la moindre soirée. Donc le spell, pour les références, et le time, les deux en bon plongeon. Oh, il a repris un peu le time, dis donc, il y a encore des tarés pour acheter ça. Mais en soi, c'est pas tellement une question de prix, hein. Ça va au-delà. Alors attends. Hop là, il y a déjà pas mal de questions. Tu penses que Tomb a les mêmes risques? Alors Tomb, c'est une idée à peu près stupide depuis le début. Je comprends même pas comment des gens ont pu foutre du capital là-dedans. Honnêtement, dégage. Avec un peu de chance, je me trompe et le truc va vivre encore un peu. Mais si tu te soucies de tes fonds, franchement, t'as rien à foutre dans un truc comme ça, quoi. Alors la Frog Nation, c'est ça aussi, c'est un concept marketing qui regroupait un peu l'initiative portée par Daniel Sta et compagnie, et qui voulait englober des projets un peu plus larges. Mais ouais, c'était notamment Time, donc leur home fork, et Abracadabra, qui est donc leur service de lending. Ah ouais, il y a un mec qui est long. Ah, en short futur pour Edge, est-ce qu'il y a un risque de despeg entre spot et futur sur spell? Alors là, ça doit être voir. Hein. Mais a priori, s'il y a gros mouvement, grosse amplitude sur les prix, il peut y avoir des risques de despeg sur ces produits-là. Ouais.
Après, je ne sais pas quel produit tu as utilisé, ça dépend de tout ça. Et la dernière question, est-ce que je me considère comme un boomer? C'est une- En soi, j'ai envie de te dire que je suis un DeFi boomer, je crois, hélas, hein. Parce que peut-être juste parce que je ferme pas ma gueule. Moi, j'ai des lignes intransigeantes et là, je vais bouffer beaucoup de merde pour ce live. Ça va peut-être être le dernier d'ailleurs, mais c'est pas grave. J'estime qu'il est important à faire. Mais ouais, peut-être à cause de ça, je suis un boomer. Parce que je refuse le up only, je refuse le ah, on est tous amis, we all gonna make it. Tout ça, c'est du foutage de gueule. En fait, pour moi, ça, c'est du lubrifiant pour mieux vous la mettre. Désolé d'être aussi cash, hein, mais vous voyez bien que ceux qui sont les plus we all gonna make it, c'est aussi ceux qui vous la mettent le plus profond. Encore une fois, désolé d'aussi. Ouais, il faut que je me calme un peu sur le langage, pardon. Mais voilà, vous voyez bien ce que ça cache, ces trucs-là, hein. Donc voilà. Et pour finir, juste, voilà, je veux analyser, je veux faire un post-mortem là-dessus. Donc je pense qu'on est tous d'accord pour dire que quoi qu'il se passe dans le long terme, c'est un échec ce qui s'est passé sur ces deux projets-là. Ils vont peut-être rebondir, on ne sait jamais. Je vous rappelle qu'il y a des pigeons encore pour loquer dans Crime alors qu'ils se sont fait pendre 4 fois, que c'est un projet de merde porté par des mafieux qui nuit à l'espace et qui n'est pas décentralisé. Bienvenue en DeFi. Donc voilà. Et, euh, et voilà. Donc, petit récap. On va peut-être commencer de ça. Brice le rouge, putain. Allez, récap 3 minutes et après, je pars sur les points d'analyse. Donc, le récap, c'est qu'on a deux projets qui sont un, abracadabra.money. Putain, abracadabra.money, je n'ai même pas ici. Ça vous donne une idée d'à quel point je vais voir cette merde. Qui est donc un service d'emprunt qui a été... qui avait de la pertinence... Enfin, c'est un peu dur à jauger, en fait, si vous voulez. Il a une pertinence utilitaire dans le sens où il permet encore d'emprunter sur tout un tas de collatérales qui ne sont pas forcément disponibles ailleurs. Donc, de ce point de vue-là, c'est dur de dire « Ah, abracadabra, ça sert à rien », puisque par définition, au minimum, ça sert à emprunter sur ces trucs-là que vous pouvez pas utiliser en collatéral ailleurs. Donc, je vous montre ça rapidos. C'est des trucs du genre les pool curves, on en a parlé même sur cette chaîne, hein, parce que ça restait un produit de dégène intéressant. Mais voilà, après, il y a le problème structurel de Abra, et c'est plus un problème d'équipe, en fait, et d'éthique. Mais donc, comme vous pouvez le voir, là, je vous le montre rapidement. Par exemple, vous avez AGLD, Adventure Gold. Allez me trouver ce token en collatéral quelque part ailleurs, ça n'existe probablement pas. Des trucs comme Shiba, allez faire un land sur SHIB quelque part. Je pense pas qu'il y ait d'autres solutions alternatives. Ou même des trucs comme l'Iron Bank ou des choses comme ça, donc des poolkers. Donc c'était ça l'utilité à haut niveau. Mais maintenant, vous regardez déjà une chose, c'est que les taux d'intérêt sur ces tokens-là, ils sont assez élevés. Et en fait, vous comprenez le premier problème structurel qui me faisait dire que déjà Abra n'avait pas de futur, c'est qu'en fait, Abra est pris dans un étreint de mort, en fait. Parce qu'ils ont deux options, pour vous le faire aller sur les deux extrêmes. Soit ils listent les collatérales chiants, genre Ether, ils prennent quasiment pas de frais, je vous rappelle qu'Ether est à 0%, hein, ils prennent que sur la liquidation, et ils arrivent à faire du volume. Mais en soi, ils n'ont aucun intérêt, à part qu'ils sont gratuits. Et le jour où ils mettent 0,1% de frais, ils dégagent et on va emprunter ailleurs, où c'est plus intéressant. Soit ils vont sur des collatéraux plus cavaliers. Bon, là, typiquement, vous les repérez aux taux d'intérêt qui sont beaucoup plus élevés. Donc là, on va retomber sur AGLD, par exemple, à 4% d'intérêt. Hein, c'est quand même pas rien comme taux d'intérêt. Alchemix, soi-disant leurs amis, ils leur foutent quand même 3,5% d'intérêt dans la gueule. Ça aussi, c'est assez sympa. Ou la fameuse CVX Tree Crypto, un taux d'intérêt absolument abusif pour une pool composée un tiers de stable, un tiers de Bitcoin, un tiers d'Ether. Bon, voilà, en gros là vous comprenez la tension, c'est qu'en gros soit ils mettent du collatéral pas risqué, ils peuvent prendre quasiment pas de taux parce que les marchés sont saturés, il y a des protocoles 40 milliards de fois plus safe que MIM pour emprunter sur ces tokens là, et aussi peu cher ou quasi. Bon, là c'est dur de faire aussi peu cher parce qu'encore une fois ils sont à 0 sur IS, mais vous avez compris l'idée. Typiquement un liquidity. Du coup, où est-ce qu'ils font leur beurre? Ils font leur beurre sur les tokens de merde, typiquement les home fork et les trucs comme ça qui sont les seuls à vous permettre d'utiliser en collat. Comment ils font leur beurre? En leur mettant des frais excessifs. Mais donc, si vous déroulez tout ce raisonnement, vous comprenez que maximiser les profits d'Abracadabra, ça revient à maximiser son risque de façon exponentielle. Comment tu fais du fric avec une plateforme comme Abra? Eh ben, en prenant les tokens les plus pourris du monde, qui existent littéralement, parce que tu peux charger le frais le plus élevé possible dessus. Alors, l'idéal, bien sûr, c'est les home fork, parce que les gars, ils sont friands de leverage et tout ça. D'ailleurs, j'ai pas vu le Vault. Il est encore là, le Vault Hub? Ou ils l'ont arrêté? C'est bien fait liquider celui-là. Mais non, il n'est même plus là. Deprecated peut-être? Ah oui, il est deprecated.
Il n'y avait pas un sur Geom? Bon bref, vous avez compris le raisonnement, c'est qu'en gros il y a une tension, les collatéraux safe, a priori, pourquoi vous les utiliserez sur Abra alors que vous pouvez les utiliser sur une plateforme plus safe? Bah, eux ils vous donnent une raison, c'est que vous payez pas d'intérêt sur Abra, mais donc bien sûr ça fait pas rentrer du beurre, donc qu'est-ce qui fait rentrer le beurre chez Abracadabra? Et ben c'est les frais importants chargés sur les tokens risqués, donc structurellement vous avez un protocole qui a tout intérêt à lister les tokens les plus risqués possibles, parce qu'il peut charger des frais non négligeables dessus et faire de l'argent. Mais donc tension qui fait qu'en gros le protocole il s'auto-suicide par ses choix de collatéraux de manière quasi mécanique. Et ça c'est un pattern qu'on voit souvent sur les marchés monétaires. C'est très facile de faire le marché monétaire de longue traîne qui ramasse la merde. Mais le problème c'est pas le faire durer. Donc ça c'est premier niveau structurel. Mais en soi, sans même rentrer dans la technique sur Abra, moi il y a un truc que je vous ai saoulé dessus pendant longtemps, mais je vous rappelle que malgré mes nombreux pings, insistances ou autres, je n'ai jamais réussi à avoir ne serait-ce qu'un like, une confirmation ou quelque chose de la part du founder Daniel pour reconnaître que son stablecoin meme, il existe parce qu'il y a un multisig qui le fait exister et rien d'autre. Et ça, c'est un problème technique avec le protocole, qui est que, en gros, tout le protocole est opéré entièrement par une multisig toute puissante qui crée et distribue le meme. Et sans cette multisig, le protocole ne peut plus renouveler ses plafonds. Et donc, progressivement, on se retrouve avec un protocole absolument inutilisable. Ça, c'est un point aussi que l'équipe a du mal à admettre, puisque, par exemple, moi j'avais d'énormes problèmes à chaque fois que Daniel associait les mots décentralisé et meme, puisque je lui disais, non, écoute, mon petit Mariol, là, tu vas arrêter tes conneries une minute. Un truc qui existe juste parce qu'une multisig le fait exister, ça peut pas être qualifié de décentralisé. Surtout quand en face de toi, tu as des stables comme LUSD qui existent et qui existeront tant que le réseau Ethereum existe. C'est pas les mêmes garanties. Et donc là, on touche un second problème qui est pour moi, en fait, le plus conséquent. C'est celui sur lequel j'avais disqualifié immédiatement Daniel, toute la Frog Nation et toutes les personnes qui se sont associées avec eux depuis le début. C'est ça. C'est parce que le gars, il vous vend en fait des patates où il sait que sa patate, elle est absolument centralisée et il se pavane sur les réseaux sociaux à vous dire que c'est la Decentralized Frog Nation. Et moi, ce qui m'énerve le plus et ce qui me dégoûte du milieu, c'est surtout les 40 milliards de pigeons qui retweetent ça sans lui dire « Écoute, mon gars, t'es en train de raconter de la merde, manipuler de la masse pour vendre ta patate pourrie. » Pour moi, c'est la seule réaction qui était décente. C'est celle que j'ai eue, mais j'étais tout seul dessus. Alors maintenant, ça s'ouvre, les langues se délient sur Mime. Mais ce qui est marrant, c'est qu'elle se délie avec tout un tas de trucs qu'on découvre maintenant. Et on va y venir avec ce live. Mais moi, je veux insister sur le fait que ce projet il rentre dans la catégorie ultra rouge depuis des informations publiques chopées en 10 minutes il y a 3 mois. Donc il n'y a pas de surprise, comme j'insistais dans mes vidéos. Aucune surprise, vraiment. Et donc, ça, c'est un premier truc. Franchement, c'est pour moi, je comprends pas comment il peut y avoir encore 1 centime dans des protocoles où on a des founders qui font des mensonges catégorisés et répétés sur des réseaux publics ou autres. Donc là, en l'occurrence, je vous parle de un mensonge technique, factuel, vérifiable, mime est décentralisé, non, arrête tes conneries, mime existe à cause d'un multisig, et il y a plein d'autres problèmes avec ce projet, mais en tout cas, il ne peut pas du tout, quelle que soit la manière dont tu tords le mot, rentrer dans la définition décentralisée. Ça, c'est un. Donc déjà, rien que pour moi, un gars qui ose faire ça, vous voyez, éthiquement, vous devez le disqualifier, en fait. Surtout si on rentre dans une logique, et ça, c'est un autre problème de l'espace, une logique où les gens ont tendance à vénérer, prophétiser, ils adorent avoir des gars sur lesquels ils placent leurs paris, quoi. Et quitte à placer vos paris, placez pas vos paris sur un menteur, bordel de merde. C'est un bon début, non? Donc voilà. Donc première vérification, vous allez voir le Twitter des founders, vous regardez comment ils parlent du projet, vous allez voir d'autres gars plus critiques du projet, vous essayez d'analyser les principaux risques qu'ils trouvent. Généralement, ils sont faciles à trouver. Et maintenant, vous retournez voir les founders et vous leur demandez « Coucou, on me dit que ça sur ton protocole, c'est pas si décentralisé que ça, et toi, qu'est-ce que tu réponds ?» Et voilà, vous savez immédiatement qu'en gros, si le founder, il fout sous le tapis, il répond pas, il vous ignore, protocole de merde. Vous allez peut-être, dans le lot, en filtrer un peu qui sont pas des protocoles de merde, mais c'est juste que vous pouvez pas prendre le risque, surtout si vous voulez faire parier sur une personne, de parier sur un menteur, encore une fois. Alors, on va reparler après, Alkaiser, de tous les leaks sur l'équipe. En effet, il y avait des infos en amont. Mais voilà. Donc ça, c'est un. Et c'est vraiment un truc catégorique et caractéristique du mode opératoire de ces gens-là, parce que c'est ça aussi que j'ai envie de généraliser. C'est qu'ils vont vous mentir sur l'état du produit.
C'est-à-dire, le plus souvent, c'est pas un mensonge éhonté. C'est comme tous les bons mensonges, les mensonges qui marchent, eh bien, ils sont basés sur une base de vérité. Donc là, en l'occurrence, si on reprend toute la situation, MIM est un stablecoin absolument pas décentralisé qui existe grâce à une multisig. Ils ont des vagues plans de peut-être dans un futur lointain faire disparaître cette multisig. Et donc, Founder vous dit qu'au présent, c'est déjà décentralisé. En gros, il inclut le futur dans le présent. Ça, c'est un truc qu'on voit énormément en crypto. Donc, soyez vraiment aussi très vigilant des écarts entre l'état du projet tel que le raconte le Founder ou l'équipe impliquée et l'état effectif du projet que vous n'allez du coup pas documenter grâce au dire des founders, mais grâce à ce que vous voyez on-chain ou ce que vous trouvez avec d'autres personnes qui vous aident à naviguer tout ça. Mais idéalement, pas des gens associés à l'équipe du projet. Donc ça, c'est sur les personnes, et c'est sur les mêmes personnes. Jean M, tu me demandes, c'est pour la même raison que moi, pour laquelle je disqualifie Cronier, et je traite tous ces projets comme la peste, hein. Même le VO33. Pourquoi ? Parce que pour la même chose, Cronier... Alors, je me prononcerai pas sur lui humainement, parce que bon, voilà, déjà, je n'ai pas creusé et tout ça. Quoique, il y a quand même du shield et du lien avec Fantôme un peu chelou, hein, soyons honnêtes. Mais c'est surtout Cronier, il s'associe au pire gangster de l'espace, quoi. Donc le gars, qu'au moins, il ait la décence de ça, quoi. C'est-à-dire, le mec, il a supporté Crime, donc il pérennise ce truc-là qui, honnêtement, je prends aucun risque en disant que si Crime n'existait pas, la DeFi s'en porterait mieux. De la même manière, il a supporté indirectement le fork un peu chelou qu'il y avait eu à l'époque sur un algo stable déjà un peu chelou fait par l'équipe de Crime. Et d'autres trucs comme ça. Donc c'est aussi, voilà, penser aux associations de gens aussi, quoi. C'est-à-dire si un gars est prêt à s'associer avec Sifu, avec Daniel Esta ou avec d'autres, c'est qu'a priori, ils n'ont pas de problème avec leur méthode. Donc ils n'auront pas de problème à vous raconter de la merde, à faire différentes choses qui sont problématiques. Concrètement, comment tu vérifies cela sur le MIM ? Eh ben, c'est là où on rentre dans le deuxième point inquiétant, je crois. Alors attends, on va aller voir ensemble. Qui est que il me semble pas que dans leur documentation, ça soit précisé nulle part que le stable, il peut pas exister sans multisig. Donc un autre point absolument dégueulasse et problématique, est offuscation d'informations critiques dans la documentation officielle. Donc on va vérifier, parce que j'ai checké ça il y a 3 mois. Hein. Alors où est-ce que ça va ? C'est peut-être dans les farms, ils vont vous expliquer que les farms sont supply. Non, ça c'est comment les utiliser, d'accord. Bug bounties, governance. Alors governance, tiens, on va voir, peut-être qu'ils nous expliquent là-dedans. Non, all contracts. Ok, ça c'est les différentes pools. Les déjà une box pour le leverage. Bah, je crois que ça ne l'est toujours pas. Hein. Bon, bah voilà, un autre truc bien dégueulasse. Spell token, ok, on s'en fout. Spell token, on s'en fout. Spell, j'en ai... Ah, mime token, merci. AnySwap, le price peg. Ouais, la dette. Ah! Oh putain! Tiens, ça c'est... je me demande si c'est pas nouveau d'ailleurs, hein, parce que je me souviens pas de l'avoir vu de manière aussi explicitée. Je crois pas qu'il y avait la liste des signers du multisig avant. Mais donc voilà, ça y est, vous y avez ici dans la documentation officielle Abracadabra, les tokens MIM sont multés par un multisign déposé dans les cachis market contract là, et injecté dans la circulation quand le user déposite un collatéral. C'est un multisig 6 sur 10 avec, bah tiens, regardez, Leo Cheng de Cream Finance, donc ça pue du cul. Bon, le gars de Yarn Finance, pourquoi pas. Vous avez un gars de PopCycle qui a un autre projet de cet écosystème que je vous conseille aussi de traiter comme la peste. Daniel, Merlin. Oh tiens, Julien, bah, il est dans tous les bons coups celui-là. On retrouve quand même C2TP, il est legit de Convex. Et le dernier, je ne le connais pas. Alors, donc, pardon, je reprends un peu les questions. Les points douteux à regarder dans un wallpaper. Le truc, c'est que ça dépend des wallpapers. Voilà, mais là, je vous ai donné donc, sur un marché monétaire leur choix de collatéral, comment ils stabilisent leur stablecoin, et surtout comment ils créent leur stablecoin, c'est très important. Donc voilà. Donc premier point déjà, vraiment éthique sur le personnage qui n'a pas de problème à mentir, qui n'a pas de problème à manipuler les faits pour présenter une narrative qui est pertinente et dont les gens raffolent.
Et, euh, et du coup, et du coup, ta, ta, ta. Du coup, ça, c'est vraiment à avoir en tête. Et c'est aussi une raison que j'utilise, moi. Honnêtement, j'ai un mensonge catégorisé de la part d'un founder, je disqualifie tout ce qu'il fait dans l'espace. Pas de seconde chance. Alors, c'est brutal, c'est excessif, c'est juste que. Il y a un gars qui a très bien résumé ça tout à l'heure, hein. Il a dit en DeFi, c'est bien plus important de ne pas faire les mauvais choix que de faire les bons choix. Je suis assez d'accord avec lui, hein, parce que faire les mauvais choix, ça veut dire perte totale de tout. Ne pas. Enfin, vous voyez ce que. Du coup, vous évitez ça, c'est très intéressant. Non, non, oh là là, vous faites des conclusions sur la liste du multisig. Je regardais juste vite fait un Michael de Curve, bien sûr qu'a priori il est de confiance, mais bien sûr personne n'est de confiance dans cet espace déjà, soupçonnez tout le monde. Et C2TP, je vous disais juste, je sais qu'il existe, je sais qu'il bosse chez Convex, je le connais pas plus que ça. Les autres, ils sont associés à leur projet d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est quoi ce multisig de blagounette quand il y a 6 gars du projet dans les 10 sur le multisig. En gros, les gars, ils font ce qu'ils veulent, ils n'ont pas besoin d'un extérieur pour faire quoi que ce soit. Donc au niveau de ces garanties-là aussi. Bon, après, c'est un multisig opérationnel, donc ça peut se tenir. Moi, ce qui me dérange plus, encore une fois, c'est pas comment ça fonctionne là, c'est l'écart entre. Ça, c'est la réalité de MIME. Il faut que 6 de ces 10 gars-là signent un truc pour que des MIMEs existent. Et de l'autre côté, Rock Nation, Decentralized Stablecoin, Future of DeFi, Unstoppable, blablabla. Bla bla. Non, ferme ta gueule. C'est aussi simple que ça. Euh, donc voilà. Pour Julien, je sais pas. Allez, si vous voulez. Pour Julien, on va le faire comme ça. Julien, si tu m'écoutes, t'es un gars qui est early investor dans quasiment tous les projets DeFi. Rien que ça, c'est une médaille que tu pourrais porter sans avoir besoin de t'inventer une vie à côté. Alors pourquoi on s'invente une vie à côté? Tu pourrais être une figure extrêmement inspirante pour l'espace français sans avoir besoin de te raconter une expérience de codeur qui n'existe pas ou une implication dans l'équipe core Team Curve. Pourquoi tu le fais, je sais pas, mais moi je pense que ton personnage gagnerait énormément à ne pas le faire. Et voilà. Maintenant, vous faites vos propres conclusions, ça ne veut pas forcément dire des choses sur ces projets. Et j'en dirai pas plus. Mais voilà, aussi sur l'éthique. L'éthique, c'est important. On est en DeFi, et le paradoxe, c'est que les gens font plus confiance aux gens que jamais. En fait, ils font confiance à des personnes perçues comme providentielles, et ils sont souvent déçus parce qu'elles sont rarement providentielles. Donc ça, vraiment, faites attention, ne vénérez personne, moi inclus. Ça m'arrive aussi de dire de la merde, hein. Mais le plus gros problème, c'est quand les gens disent de la merde en connaissance de cause. Alors, je me perds un peu dans mon plan. Mais attendez, je vais le reprendre, je l'avais fait au propre ici. Top, 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 top. Voilà. Après, j'ai pas envie de me battre sur ce que je vous raconte là. Il va me tracher publiquement parce que voilà, regardez aussi comment ils réagissent à la critique, quoi. Je veux dire, je me fais insulter, et je me prends toute sa communauté dans la gueule dès que j'ai le moyen de dire un truc. Donc c'est ça aussi. Ça pour moi, il y a un mot pour ça, c'est une attitude de prédateur slash gourou. Et même Vitalik, on vénère pas, non. Même si Vitalik, a priori, il nous a donné les raisons de croire qu'il fait des contributions positives. Mais même Vitalik, on vénère pas, non. C'est le principe, hein. Euh, alors, donc ça pour la... Ouais, donc autre point très important, les documentations. C'est toujours passer sous la trappe. Mais regardez là, vous lisez attentivement la documentation de Abra. Il y a quelques mois, si je me trompe pas, à vérifier avec la Time Machine, là, il n'y avait pas de trace de cette histoire de multisig, donc gros red flag, les gars ils offusquent quelque chose. Vous regardez maintenant, ben, si vous ne le saviez pas, c'est dans la doc. Donc là, voilà, encore une fois, l'alpha est dans la doc. Les creux de la doc aussi, c'est très important, les creux de la doc. C'est-à-dire que ça arrive de voir des signers de multisig qui ne sont pas présentés dans la doc. D'ailleurs, je crois que c'est encore le cas pour certains multisigs de Spell. Ça arrive de voir des limites du produit qui ne sont pas présentées dans la doc, ou des choses comme ça. Donc, toujours à avoir en tête la doc et comparer à l'effectif. Moi, je vénère personne. Désolé de la réponse décevante, mais je suis pas venu là pour vénérer des gens et leur faire confiance. Moi, je suis venu là justement parce que pour une fois, j'ai vu un écosystème qui permettait d'éviter d'avoir besoin à faire confiance à des gens pour faire de grandes choses.
Et en fait, je me rends compte que tous les grands trucs qu'on fait, on les fait comment? En replaçant plein de confiance et plein de thunes dans les mains de quelqu'un. Donc c'est aussi un peu un live roll ball pour péter un câble là-dessus. Et on verra si ça sert à quelque chose. Parce qu'encore une fois, putain, tout l'objet, c'est de ne pas avoir à s'appuyer sur la confiance de quelqu'un, quoi. On vénère Satoshi jusqu'à qu'il nous dump en 2070, par exemple. Alors, côté time, je ne veux pas vous la refaire aussi, celle-là. Mais là, il y avait pareil, il y avait plein de trucs. Il y avait des choses que... en fait, par exemple, les origines du projet, hein, déjà, ça vous donnait tout. Ça vous donnait l'équipe qui ne sait pas dev ou qui en a rien à foutre de dev. Ça vous donnait le manque de respect le plus général pour la communauté. Et ça vous donnait le fait qu'il n'y a aucune innovation, aucune vision derrière un produit comme Time. C'est juste un pur cash grab. Donc pourquoi je peux me permettre de dire tout ça? Parce que je vous rappelle que Time, c'est un fork de Hom. Initialement, un fork ami qui avait une forme d'accord avec l'équipe d'Hom, Zeus et le reste de l'équipe. Accord que l'équipe Abracadabra a décidé de violer, donc de ne pas respecter tout simplement à un moment donné, parce que ça impliquait qu'ils payent une partie, je sais plus, il y avait une capture vers Hom, mais qui les aidait aussi réellement. Déjà les gars ils sont construits sur leur projet, et après ils comptaient les aider avec leur projet. Du coup ils ont dit non, on n'a pas besoin de vous les mecs de Hom, on vous paye pas, vous allez vous faire foutre, et on se démerde tout seul. Donc déjà voilà, ça vous donne des choses sur une équipe qui se permet de faire des deals et après les déchirer comme ça, comme si les gens n'avaient pas de mémoire, et comme si c'était pas une forme de trahison. Et après, une autre source d'alpha très importante, c'est toujours le GitHub. Donc alors attendez, là on va le retrouver plus vite comme ça. Time Wonderland peut-être, je sais même pas s'ils ont un Discord. Ah si, voilà. Et ben voilà, déjà le GitHub, là, ça pue du cul. La dernière update, c'est il y a 3 mois. La documentation est très limitée. Je sais plus, vous allez voir, il y a des issues de partout, personne n'y répond. Il y a des gars qui font des pull requests, elles sont pas merges, elles restent pendant des mois comme ça. Donc en gros, c'est un projet en état de développement mort. Ça, voilà, c'est constat factuel du GitHub. Après, bon, là, on est sur le front-end, on peut aller voir le reste, mais je crois pas qu'il y ait eu vraiment de développement au niveau, au niveau code sur le projet Time en lui-même. Ça n'a jamais été le but. Le but, c'est de vous prendre votre fric. Alors, on a le front-end là. Est-ce qu'ils en ont d'autres? On va aller voir. On va voir s'il y a les trucs des contrats. Ah, il y a les contrats, tiens. Pareil, ils n'ont pas été touchés depuis 3 mois. Il n'y a aucune doc. On ne sait pas quel contrat fait quoi. Ça te trouverait le cul de nous mettre un readme ici pour nous expliquer vite fait qu'est-ce qui se passe dans ton truc. Non, c'est surfait. Donc voilà, on rentre direct dans du code, aucun commentaire. Ah, il y a un tout petit peu de commentaire ici, mais c'est presque du commentaire fonctionnel. Donc voilà aussi la méthodologie de développement. Hein. Bon, après, moi, je ne suis pas dev, mais je suis sûr que si vous creusez en profondeur, vous allez trouver qu'il n'y a pas de test, que les gars, il n'y a pas de peer review, ils s'en foutent, ils merdent comme ça. En gros, de la nawakri, quoi. C'est un peu comme, si vous voulez, la méthodologie de code, c'est un peu comme le processus scientifique. Vous pouvez le bafouer, vous pouvez vous asseoir dessus, mais on sait que soit ça va péter, soit vous allez construire une base de code qui va devenir immaintenable sur le long terme. Donc dans les deux cas, vous faites de la merde, en fait. Alors, je regarde un peu le chat. Le lien entre Mime et Wonderland, il se fait via la team et la Frog Nation. Hein. Donc en gros, il y a pas mal de redondance entre les deux équipes. Et il y a toute cette structure commune de Frog Nation qui devait être le futur de la DeFi, mais qui est un peu capoté en plein vol. Alors, juste pour le time, parce que j'avais quelques trucs dessus. Donc, aucune vision long terme, un fork vraiment basique qui a eu des changements minimum. Voilà, un gars un peu plus technique que moi, apparemment, merci à toi, OX Bumstead, vous dit en langage un peu plus savant ce que j'essaie de vous dire. Il n'y a pas les scripts de déploiement ni de test dans ce repos. Donc en fait, il manque 40 000 trucs. C'est un peu comme si vous faisiez des maths et eux, ils ont juste les résultats. Il n'y a pas les formules, il n'y a pas les raisonnements. Donc c'est pas du tout reproductible. C'est tu le prends et si ça tourne pareil dans ton environnement, tant mieux. Sinon, démerde-toi avec. Donc vous voyez bien qu'en termes
tester ce code par d'autres personnes que l'équipe, c'est très compliqué quand il n'y a pas ces éléments-là. Donc c'est ce que je vous dis, ça revient à bafouer la méthode scientifique. C'est un peu la même chose, mais version code, hein. Plus ça va, plus je trouve que le parallèle est frappant entre méthodologie de développement et méthode scientifique. C'est un peu la même chose quand tu les bafouer. Alors vous pouvez arriver à un produit qui fonctionne, mais le problème c'est dans le temps qui s'accumule de plus en plus et forcément il vous pète à la gueule un jour. Mais voilà, là c'est d'autres débats. Voilà. Après, il y a eu des trucs un peu bullshit sur Time, hein. Il parlait quand même d'un SPAC à un moment donné, au plus fort de la crise. J'ai même pas vraiment compris ce qu'il voulait dire avec ça. Et sinon, sur Mime, je crois que je vous ai fait le détail. Le point le plus critique pour moi, c'est vraiment comment l'équipe a activement silencé le fait que c'est créé par un multisig. Regardez le nombre d'entre vous qui l'ont découvert ce soir. C'est absolument pas normal, ça, putain. Surtout que vous, a priori, vous suivez ma chaîne. Mais voilà, ça vous montre que cette information n'était pas aussi propagée qu'elle devrait. Alors, ça part un peu dans les... Alors, la question sur les... Alors, attendez. Donc, comment t'expliques que Daniel et ses potes ne se soient pas barrés avec le milliard du trésorerie si leur but c'est de nous enculer? Parce que ça, c'est quand même un peu direct et c'est de manière évidemment criminelle. Maintenant, si oh zut, je me suis fait liquider parce que j'ai trop leveragé sur Time, ça c'est un peu plus plausible deniability, tu vois. Et ouais, Bumstead, il y a cette question de merge, Abracadabra et Spell. Alors, je crois qu'il s'est pris un gros bash communautaire dans la gueule. C'est vrai que ça faisait un peu comment sauver ton home fork qui est en train de tirer la gueule. Tu le merges avec ton projet shitcoin à côté qui gère un peu de profit. Alors, autre mythe sur Abracadabra, ils ont fait leur première et seule semaine, à ma connaissance, en tout léger profit la semaine dernière en prenant en compte l'inflation. Si je vous dis pas de bêtises, les gars, ils gagnent 300-500K sur la semaine. Et c'est un spread du genre, ils impriment l'équivalent de 5 millions de tokens pour récupérer l'équivalent de 5,5M en fees. Donc c'est à peine profitable avec l'impression. Maintenant que le prix s'est fait massacrer de 50% et la panique sur la plateforme, vous pouvez oublier la profitabilité de Spell. Sachant qu'en plus, on est dans une période bear, où a priori, les gens l'aperçoivent comme ça. Donc qui dit bear dit risk-off. Qui dit risk-off dit les gens arrêtent d'emprunter autant sur des collatéraux de merde, ou Abra fait son beurre sur les collatéraux les plus pourris. Donc double effet négatif pour les revenus d'Abra. Ils sont morts. En termes de revenus, en tout cas, je ne les vois pas se relever d'ici tôt. Ouais, alors après, c'est vrai, Julien Crypt touche du doigt un autre point, qui est, vous avez beau avoir le repos GitHub et tout ça, en soi, vous n'avez pas de garantie. Peut-être les gars, ils vous font une belle devanture, toute belle, toute rose, toute rangée, ça c'est GitHub, et en fait, le code qui tourne effectivement on-chain, il est dégueulasse, et c'est pas du tout le même. Une manière de vérifier ça, c'est la fameuse vérification je sais plus comment ça s'appelle, mais sur Etherscan, vous pouvez en gros vérifier les contrats, c'est-à-dire qu'ils sont associés à un compte GitHub, et Etherscan vérifie que le contrat que vous regardez là, c'est bien effectivement le contrat tel qu'il est sur GitHub. Et donc, ça aussi, c'est à avoir en tête. Et je vous rappelle par exemple, alors voilà, d'autres grands amis mafieux, gangsters, qui feraient du bien aussi à balayer de l'espace, c'est les gars de OneInch et leur fameux code toujours pas vérifié. Donc pareil, quand vous swappez sur OneInch, grosso modo, vous acceptez de swapper dans une boîte noire, vous opérez du code que vous ne connaissez pas, que vous ne pouvez pas vérifier. Alors après, la Trésor, je ne sais pas si elle est gérée directement par le multisig ou par quelqu'un d'autre. C'est vrai que c'était peut-être un peu plus compliqué de la taper direct comme ça. Mais c'est surtout qu'il y a eu des TX un peu suspicieuses, hein. Je pense qu'on va avoir le déroulé de tout ça. On peut rentrer dans les nouvelles informations, là, si vous voulez. Je voulais juste finir un peu le tour de ce que moi j'avais déjà, parce que là, juste pour vous rendre compte, encore une fois, c'est 35 minutes de live, c'est de l'information qui existait il y a 3 mois. Donc c'est vraiment rien de nouveau. Les bons points de Daniel et la Frog Nation. Honnêtement, d'un point de vue marketing, le gars était bon, hein. Ça, il n'y a pas à dire. Mais moi, je vous dirais aussi, méfiez-vous des gens un peu trop bons en marketing, hein, parce que c'est peut-être leur principale occupation. Et ça, c'est vrai. Alors, je ne sais pas si Code, Daniel, il se porterait comme un builder, mais moi, je vous dirais que tous mes Spidey Sense de fake builder sont activés sur un profil pareil, quoi. Pour moi, ça a plutôt l'air d'être un gars dont la fonction principale, c'est le marketing, sauf qu'en fait,
Si vous voulez faire du marketing, par exemple, un peu comme moi, soit vous êtes un pigeon et vous dites je sais pas coder, voilà ce que j'ai à vous raconter sur les protocoles, ça c'est Token Breeze, ça fait 170 vues. Soit vous faites ah ouais, je suis le génie du code et regardez, je vais vous expliquer comment coder, mais en fait sans jamais rien parler vraiment technique. Et bizarrement, ça fait plus de vues, parce qu'il faut croire que les gens ont un sentiment de confiance plus élevé, des profils tels. Et oui, ça fait écho à un autre profil, c'est peut-être aussi pour ça qu'il le fait, qu'il s'invente une vie, va savoir. Mais voilà, toujours étant que ouais, les builders qui parlent un peu trop sur Twitter, généralement, c'est qu'ils buildent pas des masses. Ouais, voilà, c'est vrai qu'il y avait des initiatives marketing, un peu le Bye Bye Die ou des conneries comme ça. En gros, et c'est ça aussi que je voulais vous dire, c'est que de ce qu'on a, de ces informations qui découlent, là, ça devient de plus en plus... on peut aller loin dans le complot presque. Mais je veux dire, ça devient de plus en plus clair quand on fait face à des gens qui avaient une certaine volonté de nuire depuis probablement assez le début. Il y a beaucoup d'offuscation dans cette histoire, beaucoup de mensonges, et c'est pas pour rien qu'ils sont a priori initialement anon, même si la plupart ont été doxés. Euh, donc ça aussi, voilà, avoir en tête. Mais c'est surtout des gens qui ont été capables de très bien surfer sur la narrative, parce que c'est vrai qu'il faut reconnaître ça. Pourquoi ça a autant pris, je pense? Ben parce que voilà, cette logique des gènes, protocole qui contrôle tes frais, ils ont réussi un peu à s'inscrire en tête de file euh, des, euh, de la DeFi 2.0 en termes de narrative. Et oui, c'est vrai que COP27 227 souligne un autre point. Vous avez vu dans la doc des mentions de Kashi. Kashi, ça vous évoque sushi. Parce qu'en effet, en gros, tout à bras est basé sur Kashi, qui est le système de lending isolé, isolated lending pairs de sushi. Et c'est ça. Et donc en gros, Abra part de là. Et il y a une histoire après, il y a un accord entre eux, je ne sais pas plus. Mais voilà, moi tout ça, ça vous montre aussi qu'il y a en fait très très peu de développement technique dans l'ensemble de tous les projets Spell et Time. Parce qu'a priori, Time c'est un fork viteuf, ils ont changé 2-3 trucs et ils l'ont foutu comme ça et ils n'y ont plus touché. Et Abra, c'est un réajustement de trucs déjà existants, mais en gros la tech de base qui permet que ça existe, outre le bidouillage avec le multisig, c'est Kashi quoi. Euh, Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oula, les piñatas, ça, on y viendra après. Alors, ouais, on va peut-être aller dans les trucs un peu plus récents. Tu me dis qu'il y a un petit tweet d'Adam, on va voir ça. Moi, je vous en ai mis quelques-uns en bookmark aussi. Bon, après, je pense qu'on va apprendre d'autres choses, hein, mais on va pas forcément découvrir des trucs. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte le Adam? Donc, en fait, on avait des traces on-chain. Là, c'est ce que les gens sont en train de remonter. Que le wallet de Sifu il est associé. Donc oui, peut-être ceux qui ont raté ça, mais un des gars de l'équipe, et on a découvert aujourd'hui qu'en gros c'était le mec derrière un échange qu'a Rugpul, grosso modo, au Canada, qui s'appelait Quadriga CX. Hmm. Ah, intéressant sa théorie. Parce que, donc en gros, il vous parle dans ce tweet thread que Mime a été mentionné dans un quoi par les régulateurs il n'y a pas si longtemps, ce qui était assez surprenant, étant donné que c'était un projet assez jeune. Et en fait, il suspecte que peut-être il a été mentionné parce qu'il était déjà sous vigilance, observé. Et donc, en gros, le régulateur aurait su avant nous, potentiellement, qu'il y avait anguille sous roche. Donc là, il y avait des opérations sur la trésorerie pour sortir des fonds. Apparemment, il y en avait une où il manquait une signature pour faire sortir 43 millions vers Oxifu. Donc a priori, c'est pas pour jouer aux billes. Et il y a peut-être eu d'autres sorties de trésorerie. Ça, je vous mets le lien, je vous laisse voir tranquillou. Et ça, c'est plus de détails sur Sifu et tout ce qu'il a fait dans le passé. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre sur lui. Mais encore une fois, je ne sais plus combien de fois je vous ai dit dans mes lives, stalker les gens, vous apprenez tellement de choses. Ben là,
Là, honnêtement, voilà. C'est clair que c'est très évident. Alors, Jean M, pour ta question sur Kidao, on a des problèmes un peu similaires, mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup moins disons, misleading de la part de l'équipe, quoi. Dans le sens où, déjà, ils se sont jamais cachés de Funded que la multisig fait exister le mime. C'est documenté depuis le début, il me semble. Et il me semble aussi qu'ils font attention à... Voilà, ils parlent que le protocole est décentralisé, mais est-ce qu'ils disent qualifie... Je ne suis pas sûr qu'ils vous disent que May est un decentralized stablecoin. Vous voyez, c'est aussi une nuance quand même, mine de rien. Et puis après, voilà, c'est le chemin qu'ils ont pour aller vers ne plus faire ça, quoi. Et ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de PopCycle, qui est un service de leverage de LP, mais géré par la même équipe de Branquignol, donc a priori oublié, sachant que le truc s'était déjà fait défoncer une fois, qu'il avait réussi à recréer de l'intérêt pour ça avec une histoire d'airdrop ou je sais plus quoi. Mais que voilà. Ah, t'as demandé comment le mail était mine sur le Discord, t'as pas eu de réponse. Merde, et ben voilà qu'eux ils nous font la même. En tout cas, je sais pas, moi j'avais moins perçu de on est décentralisé, stable, on va être le futur de la DeFi, blablabla. Voilà, c'est tokenomics. Ouais, d'accord, bah, à creuser. Tu vois, c'est des choses aussi, il faut aller leur dire et leur demander, quoi. Mais c'est ça, pour moi, c'est le cancer de la DeFi, ça. Hein. Et on me demande ce que je pense de Lobis. Bon, bah, t'es sur un homme fork porté par des gens qui me sont chers, donc tu connais à peu près la réponse, non? C'est marrant, ils m'ont contacté il n'y a pas si longtemps, ils voulaient que je devienne leur ambassadeur. J'aurais dit, les gars, va falloir faire le ménage dans vos advisors. Et encore, pour qu'on commence à parler. Je ferai pas de réponse sur le prix de Homme, hein, mais c'est tendu. Ouais. Alors, la question des stables mintés par multisig envoyés manuellement vers les vaults, ça, c'est juste un modèle. Hein, pour faire un marché monétaire dégène, c'est grosso modo le modèle avec le moins de développement requis. Donc, c'est celui que vous allez retrouver partout. Vous pouvez vous attendre à ce qu'il soit utilisé sur d'autres plateformes aussi. Mais voilà. Donc, ça va avoir en tête. Alors, sur le LUSD, je sais plus si je vous ai fait une vidéo. Peut-être pas. Est-ce qu'on a fait un marathon Liquidity? Mais en tout cas, pour celui qui demande dans le chat, je te mets un article assez détaillé en français qui devrait te donner les bases. Clac. Alors oui, on parle de cette histoire qu'il y avait eu le hack de PopCycle avait été remboursé par Daniel. Voilà, après, s'il l'a remboursé avec la thune qui s'était fait sur PopCycle ou d'autres trucs, c'est facile. Hein. Vous savez, moi aussi, je peux vous faire pumper par Aswap à 5 $ et puis après, je vous rembourse tout ce que vous voulez. Hein. Mais voilà quoi. Non, je déconne. Après, faut pas non plus réécrire l'histoire avec un prisme négatif sur tout, hein, mais faut être vigilant. Ouais, quand on dit que le token est géré par un multisig, alors faut faire attention, c'est surtout dans le cas des stables de ces marchés monétaires un peu dégènes, et ça veut dire que concrètement, en effet, ce multisig a droit de création du stable. Et c'est là où c'est très dangereux, parce qu'en soi, qui contrôle ce multisig peut faire ce qu'il veut. Et c'est un peu insidieux, quoi. Ça va prendre un peu de temps pour que les gens se rendent compte qu'en fait, il y a du stablecoin qui sort là, mais qui n'est pas associé à aucune tête, aucun vault. C'est juste, ils sont en train de pisser du coin, quoi. Donc voilà pour l'equity. Et en vrai, je crois que c'est l'essentiel. Hein. Donc si je dois résumer, moi je vous dirais déjà, en fonction, on va le faire par appétence technique. Le premier truc, zéro compétence technique requise. Est-ce que ce gars-là est un connard? Est-ce qu'il vendrait sa mère pour faire plus de fric? Essayez de répondre à ces questions-là. En fait, vous allez rendre compte que la réponse pour pas mal de gens dans l'espace, c'est oui. Leur mère est tout à fait sur la table et elle est à vendre. C'est une image, bien sûr. Hein. Mais c'est pour vous dire qu'en gros, ils n'ont pas de limite.
Ils n'ont pas de limite sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou sont prêts à faire pour que leur projet marche. Et ça, c'est problématique. Parce qu'en gros, c'est des gens qui opèrent dans une éthique où il y a un fusible qui a sauté, quoi. C'est les gars qui opèrent pour le greater good. Vous savez, ce qu'ils font, c'est pour le bien du monde. Donc, wow, s'ils doivent mentir un peu, buter quelqu'un au passage, c'est pas grave, c'est pour le bien du monde, bordel. C'est un peu, j'exagère, je grossis énormément le trait, mais quelqu'un qui opère dans cette logique-là, il y a un mot pour ça, c'est un psychopathe, normalement, on appelle ça comme ça. Parce qu'en fait, il est capable de s'asseoir sur les réactions des autres pour faire ses décisions. Même moi, en tant qu'autiste, qui vous dit ça, c'est loin, parce que pour moi, c'est pas forcément évident de cerner les émotions des autres. Mais là, je veux dire, il y a une différence entre ça et volontairement faire des choses où vous savez que vous êtes en train de manipuler, mentir, créer une réalité. Et tout ça, généralement, vous le faites avec un objectif. Et c'est surtout ça qui me pose problème. Donc ça, c'est éthique. Donc pour l'éthique, allez voir les engagements précédents. Autre alpha pour trouver des gens. Donc allez voir dans la doc, essayez de trouver les adresses des signers du multisig. Ça vous donne une des adresses des membres de l'équipe. Après, vous pouvez stalker ces adresses-là. Donc en gros, vous allez voir les adresses qui ont envoyé des fonds à ces adresses des membres de l'équipe. Ça vous donne potentiellement les autres adresses associées à ces gars-là. Vous pouvez aussi aller voir un autre facteur de docs monstrueux, c'est de remonter au tout début d'un protocole, tout début du contrat, vous regardez les premiers utilisateurs du contrat, 99,9% de chance, c'est de la team. Donc là aussi, vous pouvez doxer des wallets de team facilement comme ça. Comment on doxe de la team facilement ? Bien sûr, les ENS, les NFT, vous connaissez la chanson pour doxer. Mais donc en gros, voilà. Si vous voulez mettre un gros billet sur un protocole, a priori, vous devez avoir les wallets de tous les membres de l'équipe. Comme ça, vous pouvez aller voir dans quoi ils sont, qu'est-ce qu'ils font, et vous pourrez voir aussi s'il y a des choses suspicieuses. Ça prend pas très longtemps. Sinon, plus humainement, juste stalker les LinkedIn, les Twitter, les AngelBase, toutes ces conneries-là, on oublie, on pense qu'on est en DeFi et que tout ça, on s'en fout. Mais je veux dire, si le gars, il a fait de la merde dans le passé, vous allez le retrouver, ou même pas forcément de la merde, mais peut-être que... Bon voilà, vous voyez un gars, j'ai envie de dire, il y a... Je sais plus comment j'ai fait l'autre jour, mais l'autre jour, je parlais avec... c'était quoi? C'était avec Jimmy. Et Jimmy, ce gars, il m'impressionne parce que le mec, en gros, il a bossé chez Kleros, Sysmo et Proof of Humanity. Bon, ben, vous voyez, un CV pareil, a priori, lui, il n'est pas là pour faire du fric, quoi. C'est quand même assez évident. Et il est plutôt là pour aider les gens. Je pense que... Ouais, je dis ça et je ne le connais pas plus que ça. Jimmy, on se voit de temps en temps, on se parle et c'est tout, aux events. Mais c'est juste, vous voyez comment le CV peut vous dire la personne. À côté de ça, vous voyez un gars dont le CV, c'est... je sais pas, moi, crime, un algo stable et un projet BSC de merde, bon, bah, a priori, ce gars-là, il est là pour faire des thunes, il en a rien à foutre de votre gueule. Vous voyez, ça aussi, ça vous en dit long, juste le track record, quoi. Où le gars met son intérêt et son temps et son attention. Est-ce qu'il le met dans des Ponzi fork à la con, ou est-ce qu'il le met dans, j'ai envie de dire, des communs communautaires comme Proof of Humanity? C'est pas les mêmes genres de personnes du tout, étonnamment, hein, sur les deux projets. Enfin, pas étonnamment, d'ailleurs, hein, c'est sans surprise, plutôt. Donc un track record, wallet, et tout ça c'est les plus faciles à obtenir honnêtement, et vraiment ça vous en dit très très long. Après ouais, je dirais autre énorme source d'alpha, c'est vraiment ce que je vous disais au début, l'écart entre ce que le gars vous raconte du projet et ce que le projet est effectivement. Je veux dire, là encore, on peut tolérer un peu d'enthousiasme, j'ai envie de dire, le gars qui regarde un peu 3 semaines dans le futur pour vous assembler un peu les pièces et vous expliquer à quoi ça va ressembler. Ok, mais de là à vous vendre un truc comme décentralisé alors qu'il n'y a même pas un début de plan pour que peut-être un jour, dans 24 mois, ça commence à l'être, là, c'est plus un grand écart, quoi. C'est du foutage de gueule. Ouais, Starniark, pardon, j'ai oublié, mais tant qu'on parlait du Proof of Humanity, c'est vrai qu'il y a Proof of Humanity sur Orbis Club. Grâce à un peu à toi, je crois, non? C'est pas toi qui avais demandé? Ou je sais plus, c'est eux qui se sont réveillés. Mais ça, c'est cool. Ouais, très bon point d'Alexanders. Merci à toi, qui nous dit, je le lis tel quel, parce que j'ai rien à rajouter. Autre chose pour être sûr que c'est louche, ou pas louche, c'est juste observer la communauté et s'il ressemble à des disciples parlant sans cesse de cette Diamond Hands et du prix, dans 3 mois, pas besoin de chercher plus loin. C'est vrai que là-dessus, vous regardiez un peu le following de Daniel Esta, c'était When Moon, Thanks God, When $1, je sais pas quoi. Typiquement, les réponses un peu intelligentes, j'ai envie de dire, le gars, il y répondait pas, quoi.
Euh, Pouvez-vous dire, a priori peut-être que moi je suis personne, mais vous avez quand même un founder de DeFi France qui a un peu roulé sa bosse, qui vient de poser des questions sur ton projet, un founder décent qui est pas un mec qui est en train d'essayer de vous entourlouper. Bon, déjà de un, il est a priori content que je regarde son projet, mais voilà, peut-être que je me sauce un peu mon ego, mais voilà, c'est fait. Mais de deux, a priori, il répond quand même aux putains de questions, bordel. Il a un gars qui fait de la DeFi sérieux depuis 3 ans, qui parle de DeFi abondamment, qui lui pose des questions sur son projet. Si tu réponds pas à lui, à qui tu vas répondre? Eh ben non. Euh, voilà, donc ça, c'est aussi à voir. Donc, souvent, c'est dans le creux que vous allez trouver les infos, hein. Dans le creux, dans ce qui est pas dit. Pour Orbis Club et GM, c'est un peu similaire. Orbis, c'est plus une sorte de Twitter et GM, c'est plus une sorte de Reddit, en fait. Ouais, ouais, il sélectionne les questions. Et c'est vrai que ça aussi, l'attitude aussi, réaction à la critique, hein. Je veux dire, ça trompe pas quand vous voyez comment Bouteloup il a réagi la dernière fois que j'ai osé dire un truc sur lui. C'est pour ça aussi que je me suis permis un tweet aussi agressif vers un autre membre français de la communauté. Vous doutez bien, c'est pas avec plaisir que je vais sur Twitter pour dire encore une merde rajoutée à la pile que Bouteloup vous balance tous les jours. Mais c'est parce que le gars là, il allait beaucoup trop loin, quoi. Il a remis ma personne entière en question. Et il a réussi à le faire avec succès, c'est ça le pire, auprès de sa meute de brainwashed, parce que je suis allé contre la narrative qu'il voulait promouvoir. Donc ça, c'est aussi important, quoi. Les gens qui réagissent extrêmement agressivement, c'est des prédateurs, hein. Je veux dire, regardez un peu les documentaires, oh, tout cas, tu es prédateur dans l'église et tout ça. Vous remarquez un truc, c'est que les prédateurs sexuels, et là, désolé, je dis pas que c'est des gens-là, c'est des prédateurs sexuels. Je dis juste que la méthodologie est similaire. Remarquez quoi avec les prédateurs sexuels? Ceux qui ont fait long feu dans l'église, ils terrorisaient et ils tenaient tout le monde par les couilles. Ah, c'est le prêtre, oui, mais il connaît le machin. Et en gros, personne ne lui dit rien parce qu'il connaît tout le monde. Et donc, on le laisse violer pendant 20 ans. Et ben voilà. Et ces gars-là, en gros, dès qu'il y avait un début de suspicion, ils vont voir le gars qui a un début de suspicion, ils lui mettent 5 gros coups de marteau dans la gueule. Ah, t'es encore debout? Bon, ben on en remet 5. C'est un peu l'idée. Alors après, et pour Bouteloup, c'est ça qui me frustre le plus. C'est qu'encore une fois, bon, t'étais peut-être pas là au début, Alex, mais j'ai commencé en disant le mec est early investor sur quasi tous les projets DeFi qui comptent. Donc rien que ça, putain, le flair et l'insight, GG, mon gros. Mais pourquoi? Pourquoi il y a besoin de se rajouter une vie au-delà de ça? C'est pas assez sur le CV, bordel? Early investor sur 95% de la DeFi décente? Tu sais, moi je suis early investor sur 2 trucs, hein. Voilà, ça me suffit comme track record. Il n'y a pas besoin de plus. Donc c'est ça. Et après sur les dimensions plus techniques, donc les docs, les écarts avec les contrats et les repos GitHub, mine de rien, encore une fois, vous avez vu là sur le GitHub, on n'a pas besoin d'être des pros du dev, hein, pour avoir appris qu'en gros il n'y a pas eu de mise à jour depuis a priori 3 mois, aussi bien sur le front que sur le back. Donc pour un projet qui, voilà, on fait des trucs de ouf tout le temps, ça va arriver, blablabla. Bon, les gars, ils ont rien shippé en 3 mois, on va savoir ce qui a été shippé avant. Ça se trouve, c'est une typo qu'ils ont corrigée il y a 3 mois, il n'y avait pas de dev sur les 3 mois d'avant aussi. Euh, donc voilà, ça aussi c'est intéressant. Et après, oui, ce que je vous donne là, ça ne veut pas dire qu'il faut tout disqualifier, hein, de tous ces gens-là. Moi, c'est juste que moi, j'ai pas un temps infini et j'ai pas envie de remonter à le vrai, du faux, du machin. Le gars, il a menti une fois, catégorisé, j'ai preuve et tout ce qu'il faut. Oui, c'est bon. J'ai pas le temps de faire l'inspecteur d'Eric sur tes bobards. Alors, USDV de Vader. J'ai vu ça passer sur Twitter, mais je t'avoue que j'ai pas regardé plus que ça. Mais là, a priori, le timing est plutôt bon pour essayer de faire un degen fork remplace de mime. À voir. Honnêtement, un mime bien fait, moi je pense que ça va arriver. Quand je dis bien fait, c'est donc, comme on le disait plus haut, pas de multisig au minimum pour créer l'actif, quoi. Et en fait, je pense que ça, je vous le donne déjà parce que je suis gentil, puisqu'en fait, vous le connaissez déjà si vous me suivez bien. Ça s'appelle Volt Finance. Et d'un point de vue dev, d'un point de vue approche, d'un point de vue team, d'un point de vue... Et d'ailleurs, je le retrouve plus, c'est celui-là? Non, c'est pas une Volt. Non, 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 non. Je vais vous donner le Discord, en fait, parce que on s'en fout du Twitter. C'est le projet le plus solide. Et en fait, on est sur une forme de... ça fait partie de ce qu'ils appellent la Money God League. Et c'est donc en fait un fork de Rai, donc Réflexeur Rai, qui est donc l'itération sur Maker la plus pertinente qu'on ait pu voir l'année dernière, hein. Et eux, ils reprennent ça dans l'idée, Rai est très opiniâtre, Rai n'accepte que les terres en collatéral,
Et eux, ils disent, OK, c'est très bien, on est très content qu'il raille et qu'il soit si pur. C'est bien, il nous faut un stable, genre propre, carré, only backé par l'Ether. Ça, c'est cool. Mais en fait, nous, on adore la tech rail et on a envie d'en faire un truc un peu plus DGN. Bah, un peu comme Abra, typiquement, vous allez pouvoir utiliser différents actifs productifs en collatéraux, par exemple. Donc ça, c'est Volt Protocol. Donc si vous voulez aller voir du côté de la relève, c'est par là-bas, je pense. C'est le plus périn. Après, ça va prendre du temps à arriver. Mais voilà. Moi, c'est ce qui me semble le plus intéressant. Et c'est de la bonne alpha, je pense, parce qu'honnêtement, je n'entends pas beaucoup parler encore de ce Volt protocole. Alors que l'approche est plutôt bonne. Et les gars build, quoi. Les gars build. D'ailleurs, ils recrutent aussi, il me semble, si vous êtes intéressé. Voilà, j'ai fait mon petit chapitre Volt. Mais parce que c'est très cool qu'il y ait ce projet-là. Moi, j'ai envie de voir l'infrastructure de rail utilisée vers d'autres choses. Ah, il y en a qui suivent dans le chat, c'est bien. C'est vrai que oui, il y a peut-être pas trop de news en ce moment, mais ça va bouger. Moi, j'ai pas trop. J'avais bien suivi au début, là, je suis un peu plus à la ramasse, je vais resuivre après. Et bah, comme c'est proche de Réflexeur, de toute façon, je vous ferai du contenu dessus. Je sais pas exactement quelle forme ça va prendre. Mais ça, oui, avec grand plaisir. Ah, et Mark Zeller, il est blacklisté. Non, non, non. Ah, ça, Mark Zeller, non, ça va, ça va. Mark, il s'est tenu sage encore. Après, bon, il y a des trucs. C'est à vous de faire vos listes. De toute façon, il n'y a pas de blacklist, il n'y a pas de whitelist. Normalement, il y a juste personne qui a un free pass dans votre monde. Ouais, sur Block Up DAO, ça, si j'y viens, c'est pour vous pousser une gueulante, les gars. Vous avez fait de la merde avec votre DAO. Ce soir, j'allume tout le monde, tu sais. Allez, venez, les gars, on brûle du BH DAO en direct parce que ces Kekos, ils sont allés acheter un projet de merde sur Cardano. Ah là 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 là. En vrai, ça me tente, là. Non, pardon, non, non, non. Bon, je sais pas, mais j'avais peut-être trop d'espoir sur Block Up DAO, je sais pas. Et j'ai été un peu déçu, on va le dire comme ça. D'ailleurs, j'ai été le seul à voter non sur cette proposale pourrie, hein. Les gars, ils sont littéralement partis. Double bouffonnerie, quoi. Coucou, on va investir dans Polka Starter. Les starters, c'est trop bien, on fait plein de thunes, hein. Et en plus, le truc, il est sur Cardano. Et les mecs, ils arrivent à pitcher ça, il y a 98% de la DAO qui vote pour. Franchement, je vous jure, j'ai failli griller mes 10 000 BH tokens, je sais plus combien j'en ai, juste sur ce coup-là, quoi. Je me suis dit, ok, cette DAO, elle est cérébralement dead. Mais après, je me suis dit, bon, on va voir quand même. Ah, si tu veux que je fasse un live apéro, putain, mais alors là, ça va être encore plus sanglant. Donc pour Mephinon, juste pour finir sur le cas, bah, apparemment c'est pas si propre que ça. Donc dans le sens où on le savait qu'il y avait un multisig, mais ils sont un peu dans l'évitement de ce que nous dit un gars dans le chat dont j'ai oublié le nom. C'était pas toi, Bumstead, qui nous disait que tu leur avais demandé, mais tu n'avais pas bien répondu très clairement. Donc bah ouais, on va peut-être leur faire un petit ping pour leur demander d'expliciter tout ça. Ça serait pas mal. Je suis pas dur avec Block Up DAO, hein. Non, franchement, j'ai envie de dire, si je mets mon neveu à la DeFi qui a 6 ans, je pense qu'au bout d'une semaine, il fait pas un investissement comme a fait Block Up DAO. Bah, vous voulez faire le test? Je vais peut-être filer 10K à mon cousin et on le laisse trader ou faire ses deals. Je pense qu'il surperforme la Block Up DAO. Parce que bon, là, Temple, ce truc-là sur Cardano, d'autres conneries encore, je sais plus ce que j'ai pas vu passer. Alors, Jondel, bonne question là. Et ça nous en dit long aussi sur ce qui se passe en arrière-boutique, je pense. En effet, a priori, il n'y a pas de raison qu'un projet pareil soit listé sur Coinbase et compagnie. Mais tu soulignes un point intéressant, c'est que pourquoi. Après, je sais pas. Moi, je suspecte aussi Coinbase et compagnie d'être déjà que leur process d'audit soit assez faible et qu'en fait, ils suivent beaucoup la hype. Je sais pas si vous vous souvenez, ils avaient réagi assez rapidement sur Yifi, qui était littéralement un valueless governance token qui avait quelques jours d'existence. D'un point de vue, je sais plus quel échange c'était qu'il avait listé à l'époque, mais un gros, et c'était vraiment en mode, mais what? Ils ont listé ce truc qui a même pas 10 jours. Bah ouais. Parce que pour eux aussi, ça veut dire des frais, ça veut dire. C'est intéressant, hein. N'oubliez pas que les sexes, ils sont là pour faire du fric, hein. Et d'ailleurs, par exemple, les sexes adorent les mêmes coins. C'est là où ils font le plus de fric. Les trucs, ils décollent, ils font des amplitudes pas possibles, de la FOMO de tous les côtés. D'un point de vue frais collectés, c'est juteux, quoi.
Alors, je regarde un peu dans le chat. Ah oui, la version dégène de Syntherium. Ça, c'est vrai, c'est cool, ça pourrait être intéressant aussi. Bon, il y a plusieurs approches pour arriver en gros, le dégène money market, quoi. Mais je pense qu'on a les éléments de base là. Des éléments qui permettent aussi de savoir que, par exemple, alors, à moins qu'ils torturent leur design dans tous les sens, ça pourra pas être un truc comme Fuse, par exemple, de Rari Capital, parce que par définition, on sait que le DG de Money Market, il cherche la cost efficiency, donc l'emprunt le moins cher possible pour l'emprunteur. Et ça, comment on l'atteint en ayant un protocole profitable, donc qui peut opérer sur le long terme, en mintant un stablecoin. Il n'y a pas d'autre option possible. Sinon, vous avez un coût incompressible d'opportunity cost of capital sur stable que vous devez rémunérer de l'autre côté à 4-5% minimum. Vous êtes mort compétitivement parlant. Si vous devez, en gros, mobiliser des stablecoins qui existent déjà, plutôt que de minter. Ah, les pertes décentralisées, j'ai pas trop regardé. J'entends pas mal parler de GMX en ce moment, ça a l'air assez solide, mais après, je pense que on voit des gens qui comparent les volumes à Curve. Alors, n'oubliez pas que ces trucs-là, c'est des trucs avec leverage. Donc, c'est très facile quand votre plateforme, je sais pas à combien de leverage ils sont, hein, mais pour vous donner une idée, des maths basiques, hein, mais juste au cas où, si vous avez un truc dont le leverage moyen c'est X100, il suffit de faire 1/100 du volume pour avoir le même volume qu'un truc sans leverage. Puisque les gars, ils sont en X100. Donc tout ça pour vous dire qu'en gros, vous voyez 5 milliards de volume daily sur un truc qui a X30 de leverage, c'est pas les 5 milliards de volume qu'un truc qui a X1, comme Curve. Et moi, ça me dérange un peu les gars qui comparent GMX Curve sans rappeler ça, quoi. Parce que sinon, c'est très facile, hein. Sinon, on peut trouver que, je sais pas, vous allez trouver des trucs assez simples, mais ça se trouve, vous prenez le perp là et vous prenez le volume total qui gère, ou le DYDX, et ça gère plus qu'un Uniswap. Ah ben oui, mais d'un côté, tu trades en x10, de l'autre, tu trades en x1, et équilibre le truc, quoi. Et Sterniark, ouais, c'est des histoires de volume et de hype, essentiellement, hein. Des histoires de volume et de hype. C'est un peu un pari. Parfois, les listings, c'est un peu un pari, comme on disait tout à l'heure. Voilà, où ils listent des tokens qui décollent bien dans l'espoir d'être un peu, de prendre leur part du gâteau, quoi. Ouais, un DYDX, c'est lourd. Le problème, c'est bon, le token, pour l'instant, qui grosso modo correspond à rien, quoi. Ils nous ont fait un coup un peu à la Uniswap. Il y a toujours des rediffs pour les lives, vous les retrouvez sur YouTube ou sur Twitch, pas de panique là-dessus. Pour la Curve V2, est-ce qu'on a des nouvelles? On a vu les contrats Factory passer il y a pas longtemps. Je crois qu'il y a des petites poules qui commencent à... Mais c'est pas déjà dispo sur Mainnet? Je suis en train de me dire, est-ce qu'on peut pas créer une pool Factory maintenant en V2? Bah attendez, on va voir. Oh. Est-ce que c'est toujours de la V1 ou on a de la V2 maintenant? Oh. Bah non, il est là. Voilà, vous les avez les Factory V2 là. Donc là, vous voyez, c'est l'interface de création de Factory V2 qui vous permet de créer n'importe quoi. Par exemple, PSP is, ça pourrait être sympa. Avec le paramétrage. Putain, c'est vrai qu'il y a plus de trucs maintenant en plus depuis la V2. Donc le coefficient d'amplification, ça c'est le tick de concentration de la liquidité. En gros, combien il y a de paquets de liquidité par tick, si je vous dis pas de bêtises. Ah oui, les frais sont dynamiques sur les pool curves, donc ça c'est le frais médian. Ça doit être un autre truc pour faire varier le frais, l'appareil. Adjustment step, c'est probablement relatif au frais aussi, à quelle vitesse ça augmente, en fonction du volume. Les frais qui part au VECRV. Et ça, Emma Halftime, ça doit être par rapport au rythme auquel la pool se rééquilibre. Quelque chose comme ça. Donc vous voyez qu'en fait, vous pouvez faire des choses. C'est une engine de gestion de liquidité. C'est pas juste une pool. Ça, c'est un truc petite parenthèse, hein, mais j'en profite. Regardez ce qui s'est passé pendant le dump récent. Et en fait, pour moi, ça a été très instructif parce qu'on se rend compte que ce qui s'est passé, c'est un échec et maths de Curve sur SushiSwap et Uniswap. Où en fait, les deux modèles Sushi et Uni, donc en fait, soyons honnêtes, parce que Sushi, ça n'existe pas. Donc les deux modèles Uni V2 et Uni V3, ils ont été détruits sur le dernier dump. De manière... on le savait qu'ils étaient inférieurs, mais maintenant, on a la preuve. Preuve étant que, on va le faire simple. Si vous avez la même liquidité sur 3 pools, on prend un truc simple, Link, imaginez Link, ok? Vous avez Link Is sur Sushi, sur Uni et sur Curve. Link dump de 40%.
Et ben généralement, vos pools Uniswap, elles sont hors de range, vu qu'ils sont tous à concentrer autour de la range. Donc les pools Uniswap servent strictement à rien sur ce jour-là. S'il y a des liquidations à faire, c'est pas grâce à Uni qu'elles vont se faire. Ok, au revoir Uni. Côté sushi, ça donne de 40-50%. Vous avez toujours la liquidité qui est là, puisqu'elle est répartie moins l'infini plus l'infini, mais elle est très peu efficace, cette liquidité. Côté curve, vous avez bien sûr le meilleur de l'entre-deux, puisque la liquidité est amplifiée, mais en même temps rebalancée. Et donc vous ne vous retrouvez pas dans une situation comme Uni où coucou, je veux swap. Ah ben désolé, on n'a pas de prix, notre premier prix il commence à plus 25% par rapport au prix actuel. Ça, c'est Uni un jour de gros dump. Et donc voilà, mon point étant qu'avec ça, là honnêtement, c'est difficile d'arguer pour autre chose que Curve en tant que source de liquidité principale pour un token donné. Et c'est sans... Là, je vous parle juste de l'efficacité de la liquidité et comment elle se comporte dans des conditions de marché plus ou moins adverses. On n'a même pas parlé après de comment vous tenez la liquidité, l'incentiver sur le long terme et ainsi de suite. Les revenus que vous pouvez faire avec et blablabla. Un live avec Nolan. Mais putain, mais déjà quand Nolan y réapparaît, ouais, mais avec grand plaisir. Nolan, j'espère que tu vas bien. On pense fort à toi. Non, j'espère que c'est vraiment juste des vacances. Donc voilà pour les V2. Donc vous avez les poules facto V2 qui sont là. Il va y avoir des choses à faire là-dessus. Tiens, dis donc, on va devoir se mettre au boulot. Mais c'est déjà un bon début. Et ben, je crois que c'est tout. Voilà, je vais vous laisser un peu de temps si vous avez quelques questions. Et moi, je vais aller bouffer. Alors, bonne question de Starniak aussi. Tes connaissances DeFi, tu les as construites par toi-même en lisant des docs ou surtout ton réseau autour de toi? Bah, un peu de tout. Il y a 3-4 ans, quand j'ai commencé, je lisais énormément. Je bouffais du white paper à tout va. À l'époque, c'est surtout parce qu'il n'y avait pas forcément grand-chose de plus intéressant à se mettre sous la dent. Je te recommanderais peut-être pas forcément ça aujourd'hui. Euh, non, moi je pense que le point principal qui manque à 99% des gens, et j'espère, allez, je dirais dans cette audience, ça manque plus à 80% des gens si j'ai bien fait mon taf, ce qui est déjà quand même beaucoup trop, c'est de développer vos propres thèses. C'est-à-dire vraiment, si vous avez vraiment compris quelque chose à ce qui se passe en DeFi, alors vous devriez être capable de formuler des thèses du style, ben voilà, du style par exemple là, ce dont on vient de discuter ce soir, où en gros il y a déjà quelques mois je vous disais, bon Abra pourquoi pas c'est des gènes, mais en gros je le sens pas, ça pue du cul, le gars il mislead sur la centralisation du protocole, ça va un peu nulle part. J'ai pas osé être aussi explicite, mais vous voyez, ce genre de convictions, vous pouvez les former avec une compréhension réelle de ce qui se passe. Et donc en fait, quand je vous dis développer des thèses, c'est que pour moi c'est le signe que cette compréhension existe. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens dans l'espace qui en fait ont une compréhension proche du zéro, ils sont juste des perroquets qui suivent des personnes plus ou moins intéressantes et, redégueulent ça, quoi. Mais il n'y a pas de réflexion derrière, quoi. Alors les gars qui FUD, Curve et Convex, vous pouvez les blacklist, ils ont souvent des intérêts. Alors c'est un bingo, allez, on va le faire. 1, il lance un fork de merde VC on de Curve. 2, il lance un autre Dex pourri à la con. 3, il pense que le VECRV de Cronier, c'est le futur, alors que c'est de la merde, c'est le troisième truc de... Putain, à un moment donné, il faut arrêter les conneries, quoi. C'est le troisième AMM qui va enlever l'impermanent loss que le mec design et qui est toujours pas sorti. Donc voilà, c'est à peu près toujours la même chose, mais la situation de Curve, elle est assez incontestable à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Et quiconque ose la contester, alors s'il le fait avec de bons arguments, tu vois, si le gars il te parle de qu'est-ce qui arrive dans 4 ans, quand il n'y a plus d'émissions, encore que ça c'est un peu un argument à la con pour qui sait de quoi il parle, mais au moins il montre une réflexion. Le gars a analysé le protocole, la tokenomics, blablabla, et il croit avoir mis le doigt là où ça fait mal, quoi. Mais si c'est après... voilà, on a vu. J'avais fait un tweet d'ailleurs un peu énervé où tu vois des gars qui comparent Curve, ils prennent un dashboard qui a 1/5 du volume total de Curve. Et le gars il est là, oh Uniswap bas Curve aujourd'hui. Tu leur mets la vraie data de Curve dans la gueule, il y a 2 fois ou 3 fois Uniswap. Donc ouais, typiquement, fork de merde de Curve, bah, apparemment il y en a un qui a refait ses preuves il y a pas longtemps, c'est Platypus, avant ça c'était Saddle, avant ça c'était Ellipsis, avant ça c'était... oh, tous les 3 mois il y a un connard qui te lance un fork Curve, honnêtement. Euh, et ça devient fatigant. Donc voilà. Euh, donc la FUD, curve convexe, moi pas très inquiet. Creuse plutôt les gars. Tu peux essayer de trouver, probablement que tu vas trouver du VC bien dégueulasse ou des choses comme ça derrière. Donc ça peut te donner aussi, ça peut agrandir ta blacklist.
Parce que ça aussi, hein, les gars qui FUD sans raison sur un projet a priori décent, c'est qu'ils ont un agenda derrière et que en plus de ça, ils allument tous les signaux d'alarme que je viens de te décrire plus haut, qui est l'éthique personnelle de la personne, qui est donc en gros, ils n'ont pas de problème à manipuler et mentir pour promouvoir leurs agendas. Donc, dans mon monde, on appelle ça des tas de merde sur pattes. Et des nets négatifs pour l'espace. Blip, blip, blip. Ouais, c'est vrai que, bon, désolé, ce soir, je suis un peu chaud. J'aurais dû fumer une clope avant de partir en live. Et Badger, Stéphane Pujol, qui nous... Tiens, première fois que tu parles d'ailleurs. Salut Stéphane. Sur Badger, il y a du bon et du moins bon. Alors là, c'est pareil. Hein. C'est pas une team où tu vas avoir des problèmes au niveau du marketing. Ça, les gars, ils gèrent, mais piup, piup, piup. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, quoi. La team Convex, elle est anonyme, au moins en partie, voire totalement, il me semble, ouais. Euh, ouais. Ah là là, les airdrops Optimism, Arbitrum, ZK5. ZK-Sync. Ouais. Airdrop, ça, oui, peut-être, peut-être pas. Le jeu de l'airdrop, ça devient compliqué. Mais non, c'est assez probable quand même qu'un L2 se lance euh, et airdrop une partie de son token. Euh, Là où moi je pense que ça devient... oui, on y arrive au Pignatas, les amis, et on va finir avec ça. Euh, donc, pardon. Euh, donc, ouais, les tokens de L2, pourquoi pas? Pourquoi pas? À voir après quelle méthode de distribution ils vont avoir. Il y a un truc dans le VE3.3 de Cronier. Comme toujours, Cronier, c'est des bonnes idées avec beaucoup de stupidité autour et mal packagé. Mais il y a un truc pas con, peut-être, pour moi, qui est cette idée de airdrop au protocole sur la chain. Alors, bien sûr, il a fait ça pour Pump Fantôme du Feu de Dieu, mais je pense qu'il peut y avoir quelque chose à ce niveau-là, et notamment pour ta question, Starniark, de Optimism, ZK-Sync et tout ça. C'est-à-dire, aller airdrop aux gars qui ont bridge un Ether là-bas et qui l'ont posé dans leur wallet et qui ont attendu comme des cons, bon, pourquoi pas, hein. Mais à la rigueur, moi je me dis, ils vont peut-être plutôt airdrop au protocole qui leur ont ramené beaucoup de TVL sur leur chain. Et ça, c'est une bonne manière de récompenser, en gros, ceux qui ont été les trailblazers, comme ils disent en anglais, les premiers protocoles qui sont arrivés et qui ont lancé ta chaîne en soi. Parce que les 3-4 premiers protocoles que tu as et qui grossissent sur une chaîne donnée, c'est eux qui font la chain, grosso modo, quoi. Euh, Alors, qu'est-ce que j'aime à Parker? Mais j'aime plein de trucs. En vrai, déjà, tu peux voir qu'à peu près tout ce qui a un article dédié sur mon blog, c'est un bon filtre, ça. Si je me suis cassé la tête à t'écrire un article qui m'a pris plusieurs heures, parfois pas loin d'une dizaine pour les plus longs, c'est probablement que le protocole a un minimum de pertinence. Donc là, a priori, ça te donne quoi? Ça te donne Liquidity, Pull Together, Reflexer, les Luchadores, Curve. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ouais, après les articles un peu plus anciens. Bon, même tu vois les protocoles qui reviennent souvent. Par exemple, sur mon blog, je vais quand même souvent te parler d'AV ou des choses comme ça. Donc ça va te donner une idée que AV, a priori, c'est pas. Comment on dit? C'est pas piqué d'ortie ou je sais pas quoi. C'est l'expression. Des choses comme ça. Mais en soi, oui, moi, c'est les protocoles qui ont une démarche pertinente et une vraie innovation, quoi. Donc, ouais, c'est ce que je vous parle en live. Après, côté option, bah, il y a Opin. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps avec le Squeeze. Et après, moi, je suis pas très très option. Ça, c'est plus un truc. Nolan, où es-tu? Et où est l'article dédié à Paraswap, Miyaki? Ça, en effet, ouais, ouais, je sais. Ça et le marathon Paraswap. Dopex GMX, deux protocoles a priori assez solides qui sont bien utilisés. Je suis juste complètement à côté de la plaque sur ces deux-là, donc voilà, je peux pas tout suivre. Mais ouais, ouais, marathon PSP, article PSP, c'est vrai. Bah, article, je vais peut-être plus raconter des choses sur la gouvernance, je pense, parce que vous ferez une présentation de Paraswap dans un... Enfin, que je vais voir. Mais j'aimerais bien un peu faire des trucs un peu plus euh, expérience de gouvernance avec Paraswap. Oh, Morel, on a le squeeze sur L2 bientôt, ça c'est cool.
Et Black Swat pour Morpho, c'est le truc d'agrégation de lending là? Ou je confonds? Je crois que si tu cherches le... Attends que je te dise pas de bêtises, je vais te le retrouver. Je crois qu'on les a eu à DeFi France il y a pas longtemps. Donc moi je ne saurais pas te dire. Mais tu peux aller te renseigner directement de la bouche du créateur. Ça devrait être par là. Morpho et Jelly, tiens, ouais, tu les as là. Et oubliez pas les meet-up DeFi France, hein, ça tourne toujours avec une fréquence un peu plus faible, mais c'est là. Et il y a plein de choses intéressantes dans les meet-up DeFi France aussi. Donc là, je vous en ai mis un dans le chat, ça parle de Morpho et c'est quoi l'autre, pardon Morpho et deux projets vraiment sympas. Hier, j'ai un vieux trou. Jellyfy. Alors, expérience de gouvernance Paraswap. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être pas mal, un retour sur les 3 premiers mois d'une DAO ou un truc comme ça. Ben, j'en aime. Alors, pour tous ceux qui me posent des questions à un camp, à un meet-up dans un endroit qui n'est pas Paris, qui est a priori mon endroit, bah écoute, quand tu veux, mec, tu me dis, tu l'organises. Moi, je peux te donner de la puissance de feu, en parler sur DeFi France, t'aider à trouver des speakers, mais j'ai pas le temps d'organiser, quoi. Mais si tu es prêt à trouver le lieu et tout ça, tu peux avoir toute la puissance de frappe de DeFi France derrière toi pour l'organiser, quoi. Alors, Del Portal 21, je suis nouveau par ici, ben bonsoir. Merci pour ce que tu fais, merci à toi. Et est-ce que je connais Corvault? Ouh, un ENS en plus. Bon, je ne l'ai pas mis sur mon Brave, mais... What? Ah non, d'accord, ils le résolvent pas du coup, putain. Faut que Ça, c'est génial, ils ont vraiment un nom de domaine en IS, quoi. Mais what? Non, ils ont... Alors attends, t'es où dans le chat? Sur Paris, pardon, oui, on a un meet-up en préparation avec les gars d'Ethereum France pour parler sécurité, si je vous dis pas de bêtises. C'est quoi ton Corvault là? Ça m'intrigue juste le nom. Ouais, d'accord, bon. Si t'as le lien, je veux bien. Ou alors j'aurais dû le mettre en... Ouais, j'arrive pas à résolve. Ça m'ouvre un truc de mail. What the fuck? Ah oui. Accord, mais c'est vieux ça. Waouh. Je me souviens, ça date d'il y a un bail. Ça existe encore ce truc-là. Attends, ça en est où? Ça date d'il y a... Waouh. Ça a presque un an ce truc-là, je crois. Ah oui, ça n'est pas si mal tiré le token en vrai. Ouais, il est pas piqué d'hanneton celui-là non plus. Mais alors après, ouais, ils avaient repris l'interface à la curve, mais c'est un truc un peu chelou. Je sais plus comment ça marche, c'est pas une histoire que ça lock la liquidité pour un bout de temps. Mais je t'avoue que non, j'ai pas plus que ça. Mais a priori, rien que ça, spontanément, j'ai envie de te dire, ça fait un an qu'ils sont là, ils existent encore. En DeFi, ça peut vouloir dire pas mal. Ouais, c'était un des fameux Fair Launch, ok. Ah, ah, d'accord, il y a un frais de transfert sur le token. Bon, pourquoi pas, prenez sur un petit supply. Pourquoi pas. À voir. J'avoue que j'ai pas le temps de creuser plus que ça. Ah, Jean, bah écoute, ouais, on arrive à co-swapper les Luchari. Après, je vais les bouffer pour de vrai. Donc, Jean, bah, tiens-moi au courant si tu veux faire un petit meet-up, hein. Et pareil pour les autres, si vous voulez faire un meet-up quelque part en Europe. Alors, la seule condition, bien sûr, c'est que le meet-up est tenu en français, hein, puisque c'est DeFi France, dit Dieu. Mais à part ça, voilà, ravi de vous aider. Et à voir aussi si vous avez besoin d'aide côté logistique et tout ça, je peux vous mettre en contact avec Arthur qui gère la logistique.
Et ouais, on peut s'organiser. Alors, qu'est-ce qui se passe côté CoSwap? Ils lancent leur token ce soir? Ça a airdrop? Non? Pas de token? Oh, déception. C'est vrai, oui, c'est vrai que c'est pas Nolan qui est en Belgique. On va débarquer chez lui. Petit meet-up devant, devant sa porte. On arrive avec les biens. Nolan, si tu nous regardes, sois prêt. On sait que t'aimes bien les vacances, mais le devoir t'appelle. Et... ben voilà. Ah oui, et donc CoSwap, CoSwap, on en a déjà parlé ici. Hein. L'idée de Coincidence of Warrants, elle est très pertinente. Puis en plus, c'est cool parce que quand il n'y a pas de Coincidence of Warrants, donc en gros, ça route les trades sur des agrégateurs et c'est un très gros contributeur de volume sur Paraswap, très synergistique, donc YOLO. Et non, en plus, ouais, ça vient quand même d'une team assez connue, quoi, les gars. Après, je sais pas si c'est directement la team Gnosis qui est dessus. Mais là, pour le coup, voilà, c'est des teams qui ont fait leurs preuves. C'est pas des marioles qui ont débarqué hier. Alors après, comment le mécanisme Coincidence of Warrants s'opère? C'est vrai qu'il y a une partie un peu off-chain. Là, il faudrait creuser la décentralisation de tout ça. Après, je suis pas sûr que le but d'un tel mécanisme, ça soit... le but partout, c'est pas toujours de maximiser la décentralisation. Là, je crois que le but, c'est surtout d'éviter d'avoir une coincidence of warrants, quoi. Parce que quand on a une, ça veut dire que tu évites de passer par les AMM et donc les frais associés, aussi bien on-chain que les frais, les 25-30 BPS des pools, quoi. Concrètement, un swap par coincidence of warrants, c'est 2 transferts. Hein. Donc c'est aussi très efficace en termes de gas. Alors je schématise un peu, mais c'est pour vous donner une idée. C'est une opération beaucoup moins lourde en termes de gaz qu'un swap, et aussi beaucoup moins lourde en termes de frais, puisqu'a priori, il n'y en a pas, vu qu'il y a une coincidence of warrants. Donc ouais, il y a un token qui va arriver bientôt. Probablement que... Vous avez bien suivi ici, de toute façon, il y avait des POAP, il y avait des trucs comme ça. Vous avez dû faire des swaps là-bas, je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Et allez, on finit avec la dernière petite news. Luchadores, j'ai à peine eu le temps de regarder moi aussi, mais on attendait ça depuis longtemps. On a les dates. Hop, c'est par ici. Hop là. Donc vous avez le premier événement des Piñata qui arrive. Où en fait on a construit le truc de manière à ce qu'il y a un nombre limité de piñatas, donc 4500. Et elles sont réservées pour leurs premières 24 heures aux holders de Luchadores. Donc c'est pour ça aussi qu'on tenait à annoncer la date amplement en avance. Donc la date c'est ce dimanche à 5h française. Ça veut dire qu'à partir de là vous avez 24 heures, donc jusqu'à lundi 5h française, où les piñatas ne seront achetables que par les possesseurs de Luchadores. Jusqu'à 5 piñatas already. Et donc concrètement, les piñatas, ça va contenir des accessoires pour vos luchas, donc les premiers wearables. Et elles sont faites, celles-ci, elles sont faites sur le thème de notre première collaboration, donc qui est Must Comes. On a repris un peu leur race et leur style de race. Et le but du point de vue du protocole, ça va être aussi de capturer différents tokens stratégiques, dont nos LP. 17 heures, 5 heures françaises. Et alors, est-ce que les 5 mines peuvent se faire en une TX? Bonne question, Voace. De toute façon, t'es sur Polygon au pire. Hein. Mais je pense que oui. Et comment dire? Donc dans les piñatas, vous avez différentes chances d'avoir. Vous avez des chances. Alors, une piñata, ça contient toujours quelque chose. Si vous faites les maths, normalement, vous avez 100%. Là, si je vous dis pas de bêtises. Donc, c'est pas du gamble en mode tu sais pas ce que tu vas avoir. Le seul truc, c'est que tu sais pas quelle rareté de skin tu vas avoir. Mais tu vas avoir quelque chose. C'est l'idée de la piñata. Et elles peuvent être achetées, du coup, en LP. Alors, attendez, il y a la liste. C'est ça, ouais. Donc, normalement, on accepte tout. On va accepter les Matic, les Lucha, les Must. Et surtout, et c'est là où c'est intéressant pour vous, et si vous voulez vous préparer, c'est le moment.
Vous pourrez les acheter en LP token Lucha Must ou LP token Lucha Matic. Et il y aura une légère réduction sur le prix effectif de 5%, je crois, pour ceux qui utilisent les tokens LP. Donc c'est tout dans votre intérêt d'utiliser les tokens LP. Et pourquoi cette réduction ? Parce que si vous donnez des tokens LP, vous aidez le protocole à capturer sa liquidité, ce qui est une chose bienvenue et qu'on souhaitait encourager, aussi simple que ça. Donc les piñatas, ça marquera aussi le début de la transition de Luchadores vers la possession de sa propre liquidité. Alors c'est un peu dur d'avoir les chiffres, je ne sais pas exactement comment vous allez réagir, mais voilà, sachez que ça va être du coup techniquement un des tout premiers projets NFT avec un ERC20 qui met en place de la DeFi aussi poussée au niveau de son token, et vous n'avez encore vu que le début. Donc ouais, très excité pour ça, et après je ne sais pas si, est-ce qu'il y a une limite de temps sur les piñatas ? Elle dure plus longtemps que les 24 heures. Hein. Les 24 heures, c'est juste pour réserver les piñatas pour donner une chance à tous les Luchadores holders d'avoir leur piñata. Voilà. Et là, vous allez avoir un peu plus de détails. Mais je vais vous mettre En vrai, il a fait du super taf, Linkadores. Donc, allez, je vais vous mettre son thread. Hop, vous êtes là. Alors oui, il faudra sortir les LP du farming pour pouvoir payer. Mais sors-les à la dernière minute. Hein. Sors-les juste du staking, il ne faut pas les sortir de la LP. Et ouais, c'est à peu près tout. Sinon, après, pour le reste, on est à la deuxième semaine des Pentapool Luchadores. Elles vont durer 3 mois, donc encore 10 semaines. Et donc, si tout se passe bien avec la piñata dans les prochains jours, d'ici la fin du mois, vous avez donc compris que le protocole Luchadores, qui possédera ces tokens LP Luchador, va pouvoir farmer ses pentapools. Et oui, monsieur. Donc ça veut dire qu'on va commencer à accumuler dans la Trésor Lucha du PSP, du Must, du Matic, du Key et du Mei. Et donc là, il y a plein de choses intéressantes à faire avec ça. Mais voilà, je pense que vous n'êtes pas prêts. Et un petit giveaway. Bon, allez, vas-y, ça fait longtemps, ouais. C'est bien parce que c'est toi qui demandes, Starniak. Mais ça va être un giveaway de Sniper hein, pour les gens qui sont là, qui sont ready. Alors, je vous l'ouvre maintenant. Soyez chaud, hein, ça va se jouer vite. Et pendant ce temps-là, c'est 5 piñatas par adresse. Donc vous l'aurez compris, c'est un petit lucha qu'on met en jeu. Allez, je vous donne 2 minutes, le temps de choisir le lucha avec vous. Ah putain, non, j'ai pas mon wallet là-dessus. Non, le lucha, ça sera surprise. 2 ou 3 attributs. Surprise. Choisis main, ça c'est promis. Hop, allez, une petite minute et on ferme. Non. Hop, giveaway. Allez. Allez, prochain passage du Moonbot, je vous le sors. Et on tient. Quel suspense. Ok, 75 participants, c'est fermé. Et c'est parti pour le tirage. Oh, désolé pour le gars qui arrive juste après. C'est le direct, c'est le jeu. Et le draw. Et c'est Crobla. Crobla qui remporte le giveaway. Bravo à toi. Donc tu peux m'envoyer un petit message sur Twitter ou Discord plutôt, s'il te plaît. Parce qu'il y a des gens qui m'envoient sur Twitch, mais j'oublie toujours qu'il y a une messagerie sur Twitch. Et moi, je te note par ici. Et je vais te trouver un petit lucha à t'attribuer tout à l'heure. 2 ou 3 attributs, du coup. J'essaie de t'en prendre un sympa quand même. Et voilà, je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir. C'est bien, c'est un peu détendu quand même. Je sais pas si c'est une bonne idée de me détendre en live avec vous. J'espère que je ne vais pas en payer le prix. Mais au moins, ça aura été, je l'espère, utile. Et j'espère que ça vous aidera surtout à... Soyez intransigeants et vénères avec les créateurs.
Putain, je dis ça et moi je suis de l'autre côté aussi. C'est marrant parce que maintenant il y a un peu une tension. Je suis commentateur et un peu impliqué aussi. Mais voilà, soyez intransigeants avec eux, quoi. Le gars, il a priori, je sais pas quel est votre seuil, mais si le gars il ment une fois, est-ce que vous voulez encore des thunes dans son projet? Alors vous avez la preuve d'un seul mensonge. A priori, moi je suis déjà out, hein, pour vous donner une idée. Pourtant je suis pas spécialement, je suis assez dégène dans ce que je fais, mais je veux dire, je préfère dégêner sur des trucs où je connais les risques. Parce que le problème c'est que si le gars il vous ment, par définition vous connaissez pas les risques que vous prenez. Donc voilà, bon, on va pas refaire tout le chapitre, mais soyez prudents et exigeants. Et surtout, ça c'est peut-être un souhait de ma part, mais c'est ce que j'ai mis dans mon tweet pour annoncer ce live. Pour moi, le plus grand drame, c'est qu'on a appelé ça DeFi. Parce que ça, c'est injuste pour les autres projets DeFi et ça nuit à l'ensemble de l'espace. Parce que de l'extérieur, ils pensent que la DeFi, c'est ça. Donc, n'ayez pas peur de dire à des projets, non mais attends, t'as un stablecoin créé et géré entièrement par une multisig, mais ferme ta gueule, je veux pas que tu te mettes le tag DeFi. Non, 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 toi t'es pas DeFi. Ah, non. On devrait être aussi vénère que ça, et on ne l'est pas. Et c'est là le problème, il faut claquer la porte à la gueule de ces gens-là, quoi. Dans le sens où on peut pas les laisser rentrer, parce que si vous les laissez une fois dire decentralized blablabla, après ça devient le king of la frog nation et toutes les conneries qui vont avec. Donc voilà. Mettez des lignes fermes et tenez-les. Bonne soirée à tous et à bientôt.